Donc, bonjour à toutes et à tous. Au nom de GBTA France, je suis ravie d'animer aujourd'hui cet atelier. Donc, le Travel et le MICE, des catégories d'achat globales ou locales. Donc, après le métaverse, effectivement, ça tranche parce que là, on est vraiment dans le réel aujourd'hui et je pense que tout le monde a son expérience et son retour d'expérience. C'est pour ça, évidemment, je suis ravie d'être accompagnée par ce panel qui va nous éclairer un petit peu sur leurs choix, sur leur aussi sur les défis qu'ils ont rencontrés au long de leurs différentes carrières et pourquoi ils ont fait des différents choix qu'ils ont fait aujourd'hui qui marchent et qui sont par contre toujours évolutifs. Et par contre, je tiens à vous dire que je pas des slides joliment comme Fez l'a fait, parce qu'effectivement, je pense que c'est l'achat et comment choisir ses partenaires. Je pense que ça doit être évolutif et on voulait plus faire une interaction avec vous dans la salle. Donc, si jamais vous voyez des questions, vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas. On a l'avantage d'avoir une petite salle, donc on n'a même pas besoin de courir avec les micros. Et voilà, je voudrais vraiment que ça soit interactif. Donc, n'hésitez pas, parce que je pense que vous avez tous et toute une expérience et c'est pour ça que vous êtes là et vous êtes intéressés par le sujet. Donc, voilà, n'hésitez pas, levez la main. Et on passe. Alors, donc, le Travel et le MICE, avant de vous présenter le panel, on a réfléchi en travaillant sur le sujet. C'est effectivement le Travel est souvent géré effectivement d'une façon globale avec des relais acheteurs et des Travel Managers locaux. Par contre, après le post-Covid, après cette ère qu'on vit maintenant et les considérations de RSE, l'inclusion d'acteurs locaux ou des pratiques locales dans la gestion de la catégorie a-t-elle encore un sens ? Est-ce qu'il ne faut pas changer ? Est-ce qu'il ne faut pas regarder sur la gouvernance, comment on s'adapte avec les nouveaux besoins, comme on vient de dire ? Alors, quelle stratégie on peut choisir pour la catégorie MICE, qui est très souvent encore considérée comme moins mature au niveau d'achat ? Est-ce que là aussi, est-ce qu'il faut plus s'ancrer dans le local ou est-ce qu'on peut aller vers le global ? Et effectivement, donc, à l'heure où nous plongeons maintenant dans les forecasts, dans les budgets sur 2023, comment choisir effectivement ses partenaires ? Est-ce qu'on doit rester avec ce qu'on a toujours fait ? Quelles sont les pistes de réflexion donc qu'on doit mener chez soi dans son entreprise ? Et voilà, donc ici maintenant des retours d'expérience, des éclairages qui vont, j'espère, vous aider et vous inspirer pour les ramener chez vous ou peut-être dire non, finalement non, ça me convient pas. Mais je pense que ça c'est super nécessaire. Alors, laissez-moi présenter les experts. Ladies first, désolée Noureddine. Donc, Katharina, je te laisse te présenter. Bonjour, Katharina Navarro, je suis Global Category Director Travel Mobility chez Capgemini. Et accessoirement, notre présidente. Donc, attention, respect, s'il vous plaît. Charlotte ? Oui, bonjour à tous, Charlotte Kilfiger, je suis Category Manager chez Thales, Travel et MICE. Aurélie ? Bonjour, je suis Aurélie Dupré, associée fondatrice chez Areka Consulting, qui est un cabinet spécialiste du business travel. Merci Aurélie. Et last but not least, Noureddine. Bonjour, je suis Noureddine Zaouk, je suis responsable des équipes d'account management sur le segment multinational et global chez Egencia. Merci beaucoup. Alors, commençons avec la première question. Donc, peut-être Katharina, pour toi, le travel, est-il une catégorie globale ou locale ? Et est-ce que c'est la même chose pour les achats et les travel managers ? Parce que ça aussi, évidemment, différence. Donc pour nous, côté gouvernance, c'est une catégorie globale. Donc on gère toutes les sous-catégories de travel côté achat de façon globale. Donc j'ai les global lead buyers qui s'occupent de toutes les relations à l'agence de voyage, des formes de paiement, de l'hôtel, les compagnies aériennes, la technologie derrière et jusqu'où la mobilité des voitures de location. Donc tout ça, c'est géré, je dirais, à 80-90% de c'est du global. On a localement, surtout sur l'Europe, on a quelques sous-catégories qui sont un peu plus locales. Donc les rails, c'est vrai, avec le SNCF, essayer de parler en anglais, ça ne marchera pas. Même chose avec Deutsche Bahn, Renfe. Donc on se puise encore sur les acheteurs locaux pour des contenus qui restent locaux. Mais je dirais 80% des catégories, c'est quand même géré de façon très globalisée, avec un accès aussi aux données et aux account managers à côté aérienne, côté hôtel, qui sont globalisés du même niveau. Donc on se trouve sur une gouvernance qui est très équilibrée.
Après, sur ma catégorie, j'ai aussi côté opérationnel, j'ai le travel management. Et là, je vois l'impact culturel, les différences région par région, encore une fois, la langue aussi, d'adresser un voyageur en France, en français, en Allemagne, en allemand, en un côté un peu plus régionalisé. Donc là, j'ai une structure qui est régionale, j'ai un travel manager en Europe, en APAC et aux US. Et on fait un support derrière avec nos travel desk qui sont la première pointe d'entrée pour toutes les questions des voyageurs côté politique, programme, fournisseurs et les toutes les petites émotions, je suis pas contente et tout ce qui peut arriver avec, c'est régionalisé. D'accord, ça nous donne des premières pistes de réflexion. Charlotte, par contre, toi, au niveau de Maïs, est-ce que tu penses que là, on a la même maturité que le travel? Donc, est-ce que ça peut être géré aussi en global, comme l'a expliqué Katharina pour le travel? En fait, la question pourrait être, est-ce que les achats Maïs sont aussi matures que les achats travel? Et je pense qu'effectivement, alors, la réponse est pour moi non, même si je suis dedans, ayant travaillé et travaillant pour les deux. Néanmoins, il y a aussi au niveau de ce marché, c'est vrai qu'au niveau du travel, comme je rejoins complètement Katharina, on est sur du 80% sur du travel. On est grosso modo d'une année à l'autre sur à peu près les mêmes endroits. On va avoir évidemment des changements au niveau des projets, mais en termes on a une plus grande récurrence. Au niveau de l'événementiel, c'est un peu différent parce que l'idée, c'est justement de changer de lieu et pas toujours de faire les séminaires au même endroit. Sinon, c'est... Moi, je veux bien. Désolée, c'était ma casquette hôtelière. Alors, on peut choisir toujours la même chaîne d'hôtels, mais l'idée, c'est quand même de changer un petit peu de lieu. Donc, du coup, il y a effectivement cette problématique qui fait que on est quand même, on a un impact local qui est extrêmement important. Et d'ailleurs, on a aussi besoin d'avoir une connaissance du marché local qui est très forte. Et on a énormément, je pense que c'est pas un secret de dire qu'il y a énormément d'agences événementielles qui font appel aujourd'hui à des DMC, c'est-à-dire qui font appel à des agences locales qui ont une parfaite connaissance du contenu de leur pays ou de la ville, tout simplement parce que pour un séminaire réussi, il faut que le lieu soit le bien choisi, que l'activité soit en relation avec le séminaire. Et donc, je pense que l'approche locale est vraiment extrêmement importante. Et donc, pour toi, par contre, il y a des fournisseurs qui sont au niveau de Maïs vraiment globaux parce qu'ils puissent s'appuyer donc sur leur antenne locale, comme tu viens de le décrire, ou est-ce que... J'ai envie de dire, il y a deux écoles. Nous, chez Thales, on a plutôt fait l'école de se dire, et on va en parler tout à l'heure, d'avoir une politique globale qui donne les guidelines et qui va vraiment être la ligne conductrice et avoir après faire appel à soit une organisation de Viewfinder en fonction du volume, soit des agences qui seraient plutôt locales. Mais on peut très bien effectivement avoir une autre approche en fonction de son organisation et de se dire, on prend une agence globale et puis cette agence s'organise comme elle veut pour avoir un impact local. Je pense qu'il n'y a pas une seule école, heureusement, on a des organisations différentes, mais ce qui est sûr, c'est que l'approche locale est très importante sur la partie événementielle. D'accord, merci beaucoup. Donc justement, je reviens sur Katharina. Donc on n'est pas logique sur qui va faire quoi. Mais quelle est la gouvernance chez Capgemini qui tu vois la plus efficace pour gérer la catégorie? Comment toi tu transmets ça? Est-ce que tout est centralisé? Est-ce que certaines choses sont-elles gérées aussi en local? Pardon. Justement, c'est globalement la stratégie d'achat. Qu'est-ce qu'on fait dans l'aérienne, dans la TMC, dans la carte, tout ça, c'est des stratégies qui sont globales. On les partage très bien avec les régions, donc on travaille avec toutes les CPO, toutes les fonctions centrales aussi, parce que le travel, c'est pas que les achats, c'est aussi les RH, le côté sécurité, le côté IT, c'est la finance, toutes les stakeholders à l'interne où on l'embarque aussi côté régional et local pour bien expliquer la stratégie et quelles sont les choses qui marchent côté global et quels sont des petits périmètres localisés. On a quelques marchés, en Amérique du Sud, même en Asie, où on va, la Chine, c'est un exemple parfait. Je connais aucune TMC qui a vraiment le même fonctionnement en Chine
ailleurs, hein, ça c'est normal. Donc il y a des petites trous noirs un petit peu qui existent où on explique, on a des règles de jeu qui sont globales, on fait quelques exceptions au niveau global, local, mais on essaie quand même côté données de tout réunir centralisé et après rester sur quelque chose où tout ce qu'on fait à 95%, tout le monde se retrouve aussi. Tout le monde se retrouve, voilà. Ouais, parfait. Aurélie, parce que je fais le saut au-dessus de toi. Qu'observe-t-on sur le marché en matière des tendances? Parce que toi, évidemment, là, on a eu 2 expériences spécifiques entreprises. Toi, tu as les portes d'entrée et les yeux sur différents clients. Donc, qu'est-ce que tu vois au niveau de tendance sur la gouvernance des programmes de voyage? Est-ce que depuis le Covid, est-ce qu'il y a plus les responsabilités maintenant, comme disait Katharina, plus centralisées, ou est-ce que c'est maintenant plus adapté par rapport au pays? Qu'est-ce que tu vois? Alors, le Covid a clairement resserré les équipes. Je pense qu'il y a eu un effet... c'est une tendance qui avait déjà été amorcée avant le Covid, où le voyage, de plus en plus, est vu comme un coût. Et donc, les équipes gérant cette catégorie, d'année en année, se voient rétrécies. Il y a 10 ans, on avait dans des grands groupes, parfois 10, 15 personnes qui s'occupaient du travel. Une sur l'air, une sur l'hôtel, une sur la location de voiture, une sur le miles, une sur le paiement. Bon, de plus en plus, une personne va s'occuper de l'air et du paiement, de l'hôtel et de la voiture. Donc, c'est une tendance qui avait déjà été amorcée. Et forcément, le Covid a été une bonne opportunité aussi, je pense, de revoir encore la gouvernance en disant, finalement, globalement, si on simplifie le message, les volumes baissent, donc on imagine bien que les équipes sont moins occupées. En fait, pendant le travel, elles étaient très occupées à gérer tous les problèmes liés au Covid, notamment de modification, d'échanges, etc. Donc cette tendance, elle a commencé. Alors après, je suis de ce que je vois, c'est très en ligne avec ce que partage Katharina, c'est-à-dire les achats sont souvent très globaux. Négociation air, hôtel, c'est géré en global. Par contre, sur le travel management, on a souvent des personnes dans les régions, voire dans les pays. Et les achats, quand ils font les choses de façon intelligente, s'appuient sur ces relais locaux. Donc récemment, j'ai vu un acheteur qui devait négocier son contrat avec Qantas. Il va s'appuyer sur son relais en Australie pour le faire parce que le relais en Australie connaît le terrain, connaît les problématiques, les besoins des voyageurs, connaît son fournisseur aussi. Donc c'est super important et c'est plutôt ce genre de gouvernance duale qu'on voit mettre en place de plus en plus avec, j'espère, un travel management qui va continuer à rester fort en local parce que c'est super important. C'est les local touch points, comme on dit, pour justement répondre aux différences culturelles aussi et aux spécificités, je vais y arriver, du marché. Noureddine, chez Egencia, tu vois les mêmes tendances après le Covid, que la configuration des services, comment ça s'est adapté, comment quelques transformations se sont peut-être accélérées. Donc, est-ce que les clients sont-ils toujours attirés par le service local, comme on disait, du Hub, du Follow du Sun, ou qu'est-ce que tu vois? Il y a une constante sur le service qui ne changera peut-être jamais, c'est les voyageurs, les bookers ont besoin de réactivité et ont besoin de qualité. Mais sur l'aspect réactivité, s'il y a bien une chose qui, pendant le Covid, en tout cas même maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de perturbations dans toute l'industrie. On est dans une phase où les modes de consommation du service sont en train d'évoluer, donc c'est assez difficile de couler dans le ciment, on va dire, un changement dans la configuration de service. Mais s'il y a bien une chose qu'on voit, et on a lancé une étude qui a montré que 72% des business travelers comptaient plus sur les outils technologiques, sur les apps, en cas de perturbation dans leur voyage, que sur le service d'un agent. On se rend compte qu'en sortie de Covid, alors que peut-être qu'on s'attendait à peut-être plus d'offline à la fin, on a l'innovation qui a poussé plus d'automatisation et plus de self-service, et ce qui aide un petit peu tout le monde. Ça nous aide, nous, les agences, parce que c'est pas facile de staffer les équipes en ce moment. Et donc on voit que ça tire beaucoup sur les différents modes de service. Peut-être plus de chat, on le voit nous dans nos chiffres, alors que avant le Covid, on n'avait pas eu cette croissance aussi rapide. Donc c'est une chose qu'on voit, c'est le plus gros changement que l'on voit dans la consommation du service. Après, sur les configurations en elles-mêmes, et si on prend la France en particulier, clairement, l'air international reprend bien plus lentement que le rail. Le rail, c'est un produit très local. On sent ce besoin de services et de connaissances locales. Ce qui ne veut pas forcément dire que les agences sont basées dans le pays, mais il faut qu'ils soient dédiés, puis qu'ils soient
en termes de compétences montées pour pouvoir gérer du français. Donc c'est un truc qu'on voit beaucoup et on voit un petit peu ça partout dans le monde parce que l'international, encore une fois, est plutôt bas. Et pour ce qui est hub, et encore une fois, comme on n'est pas encore dans un état de stabilité, je pense, sur l'industrie, on n'a pas de vague de clients qui nous disent je veux globaliser et je veux faire du hub parce qu'en général, ce sont des setups qui sont faits pour faire des économies, mais la plupart des entreprises ont déjà fait, on va dire, beaucoup d'économies par la baisse de leur volume. Et donc là, dans la reprise, elles sont plus dans le faites en sorte que je sois servi, que mes voyageurs puissent obtenir une réponse. Et une fois qu'on a atteint un niveau de maturité, peut-être qu'on peut réouvrir les discussions sur les équipes dédiées ou sur les différents modèles. Mais comme on est dans une phase plutôt compliquée pour l'industrie, on est tous très pragmatiques dans l'approche et les clients aussi. Oui, et surtout, vous avez réagi vite parce que je me rappelle au début du Covid, évidemment, tout le monde voulais avoir quelqu'un en ligne parce qu'il y avait beaucoup d'incertitudes et on ne se retrouvait pas avec toutes les informations digitales. Donc là, évidemment, je peux comprendre que le offline a pris vraiment le devant et finalement, très très vite, finalement, cette adaptation dont tu nous fais part va vraiment plus vers la confiance, digitalisation, app, etc. Oui, nous, on a beaucoup innové au tout début Covid sur les unused tickets, peut-être moins français, mais sur ce travail-là, il y a beaucoup de travail qui a été fait pour mettre moins de charges sur les agents de voyage. Il y a beaucoup de travail qui a été fait sur tous les outils de conseil, si vous avez besoin d'un vaccin, si vous avez besoin d'un test. Et ça a amené les voyageurs sur les outils. Et en fait, ils y restent. Et je pense que c'est un point plutôt important pour nous. On a plus de 96% d'adoption en ligne, là, en sortie de Covid. Et ça a augmenté. Donc ça nous aide, voilà. Mais pour vraiment revenir vers vous et vous dire qu'un programme global va demander telle configuration de service, c'est compliqué. Je pense qu'on reste quand même sur une organisation locale, vu la typologie des transactions qui est demandée par les clients. Ouais, merci. Et Aurélie, tu le vois aussi, donc est-ce que ces différents modèles de configuration, est-ce que configuration de services peuvent-ils convenir à toutes les entreprises ou tu vois parmi tes clients des différences où on peut catégoriser quelque part? Alors, en effet, ce qu'elles partagent toutes, c'est ce besoin de digitalisation, en effet très fort, et d'avoir des interactions avec l'agent qui sont plus seulement du téléphone, mais plus du chat, et puis l'utilisation d'online très forte. Après, pour parler de l'offline, je vois quand même des modèles ou des profils types. Sur du très très centralisé, ça va s'adresser à des entreprises qui ont cette culture centralisée très forte, donc ça va être un Google, mais ça reste quand même assez peu d'entreprises. À l'inverse, l'autre bout du spectre, on a le très local, donc avec l'idée d'être servi dans chaque pays par des agents. Forcément, ça a un coût. Souvent, d'ailleurs, ce sont des entreprises qui vont avoir des agents dédiés dans chaque pays. Donc, ça va être souvent des profils d'entreprise, banques d'investissement, conseils en management, qui ont des attentes très fortes sur la qualité de service et qui sont prêtes à mettre le prix. Je vois de plus en plus d'attrait pour le modèle du hub, qui finalement est aussi un bon intermédiaire entre les deux, où on va pouvoir à la fois proposer aux voyageurs d'être servis dans la langue de la région. Alors par exemple, ça va être pour l'Amérique du Sud l'espagnol ou pour l'Afrique de l'Ouest le français. Et en même temps, ça permet aussi d'éviter l'écueil qu'on peut avoir dans une configuration très locale où le grand réseau d'agences va devoir s'appuyer sur un partenaire local qui, dans ces temps Covid, post-Covid, est souvent fragilisé financièrement. Donc, pour des clients qui doivent vraiment être servis dans tous les pays, ça veut dire qu'ils doivent s'appuyer sur ces agences très locales qui peuvent mettre la clé sous la porte du jour au lendemain. Donc, de ce point de vue-là, le hub est rassurant. Après, Follow the Sun, c'est encore un autre sujet. Ça demande du côté agence une maturité technologique très forte pour pouvoir servir le client et puis apporter des prix compétitifs, quel que soit le point de vente. Donc, ça retient moins l'attention des groupes aujourd'hui. Oui. Même si c'est toujours le nerf de la guerre, c'est toujours quand même le budget, comme on a dit tout à l'heure. Donc, c'est peut-être par la suite, ça va être beaucoup plus pertinent. Excuse-moi. Oui, sur le Follow the Sun, ça demande des investissements, ça demande aussi des agents de très forte expérience. Nous, on l'a plus déployé sur du VIP, et parce que c'est là où on a forcément les meilleurs agents. Parce que les demandes ne sont pas forcément sur la zone où la personne répondra au téléphone. On peut être sur la zone Australie en termes d'horaire, mais en fait avoir besoin d'une réservation de train le lendemain en Allemagne. Donc il faut des agents de très grande qualité. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à le déployer, je pense, sur un scope complet de voyageurs et plus sur ce type de demande plus spécifique.
Et Charlotte, sur le maïs, justement, donc en parallèle, quel va être le rôle de la politique pour guider les comportements d'achat? Est-ce que tu vois que, de nouveau, on revient sur la question, est-ce que ça peut être global à ce niveau-là? Est-ce qu'elle doit être beaucoup plus globale? Parce que chez toi, vous êtes assez avancé, mais comment tu vois les choses? Alors pour la politique maïs, effectivement pour moi elle doit être vraiment globale et elle doit fixer des guidelines sur des préoccupations qui sont pour tout l'ensemble de l'entreprise. Donc on peut avoir des adaptations locales sur des niveaux de CityCap par exemple, ou voilà, ça peut être envisagé, mais pour moi le guideline, que ça soit par exemple sur rétablir un peu les règles éthiques sur du séminaire et de l'événement, des règles de sûreté. On avait fait avec FaZe à la masterclass une session là-dessus, mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui sur le travel on est très mature, on sait à 99% où sont nos collaborateurs. Sur la partie MICE, le taux de maturité est bien moins bon, et donc aujourd'hui on doit vraiment dans la politique, en attendant que toute la partie technologie se développe sur cette partie-là, on doit absolument fixer les guidelines et dire aujourd'hui, demain, vous faites un séminaire, qui vous devez prévenir? Est-ce que c'est l'officier de sécurité de votre site? Est-ce que c'est la sûreté groupe? Peu importe, mais on a cette obligation aussi sur la partie sûreté. Et puis après, c'est des principes bêtes et méchants, mais qui sont importants. Le budget, oui, il faut un budget. Les destinations, on essaye d'éviter d'avoir des destinations, par exemple, pays sensibles. On en parlait tout à l'heure. On peut peut-être éviter de faire un événement en Inde et aujourd'hui c'est une destination qui est plus sensible que d'autres. Il y a aussi il peut y avoir même, on peut aller très loin, on peut aller sur même un point de vue sanitaire, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand il fait un événement, regarde où est l'hôpital et dans quel état il est. Enfin, pas grand monde, et pourtant c'est un vrai sujet, parce que si vous avez 150 personnes sur lesquelles il peut y avoir un problème, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a vraiment un aspect à 360 à faire sur cette politique, et pour moi elle doit être vraiment globale. Il faut impliquer les locaux, on en parlait tout à l'heure, parce que si on veut qu'il y ait une adhésion, il faut qu'on les implique, il faut qu'ils soient conscients de tout ce que ça amène comme responsabilité au niveau de l'entreprise. Comme ça, on va dans le métaverse, ce que FaZe nous a expliqué tout à l'heure, donc pour faire toutes ces formations. Est-ce qu'il y a des réactions dans la salle, peut-être? Quelles sont vos expériences? Est-ce que sur le MICE... Alors, pas sur le MICE. Au niveau du business travel, en fait, donc en effet, en général, on globalise parce que ça fait du sens, mais en fait, ça dépend un petit peu aussi de la taille de l'entreprise ou de nos volumes qui ont grandement baissé. Et aujourd'hui, ce sont les compagnies aériennes, par exemple, qui vont vous dire, il faut un minimum de volume de temps pour que je vous fasse un contrat multimarché, un contrat global. Donc parfois, c'est pas toujours facile de globaliser. Donc voilà, quels sont, je sais pas, est-ce que les compagnies aériennes ont un peu révisé leur niveau d'exigence sur les volumes pour faire un contrat multimarché? Comment ça se passe? Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que justement, les grandes compagnies aussi, localement, elles cherchent à refaire du chiffre en fait, et donc recherchent la proximité, avoir un contact local. En Argentine, voilà, c'est de négocier avec localement, face to face, localement avec. Je me demandais moi si ça ne redevenait pas plutôt local, parce qu'en effet, on était parti dans une logique de globalisation dans l'aérien, je pense. De même dans l'hôtellerie, en fait, finalement, on voit que aussi on a plus des approches locales. Enfin, moi, ce que je constate dans mon entreprise, c'est plus on va plus vers du local plutôt que du global au vu de la baisse de nos volumes. Alors, je ne sais pas si c'est une tendance. Je dirais que sur la partie agence, la globalisation ou consolidation n'est pas du tout le chemin obligatoire, et c'est pas forcément le chemin qui convient à tous. Si vous avez 10 pays et 10 agences locales qui font un super boulot dans les pays, il n'y a pas forcément de raison de consolider tant que vous avez de la visibilité sur la dépense, que les process de sécurité sont bien cadrés, etc. Donc ça, c'est sur la partie agence. Sur l'aérien, c'est vrai que les compagnies aériennes ont fait beaucoup de chemin en 10 ans et que de plus en plus, elles ont une approche globale. Après, elles aiment bien souvent aller vers l'acheteur ou le travel manager local.
Et là, moi, de ce que j'ai vu, c'est plutôt côté entreprise, une volonté de dire on n'a pas envie qu'il y ait 5-10 contrats avec Singapore Airlines ou avec Cathay qui se baladent dans les pays. On veut être sûr que quand on parle en local, on ne découvre pas à la fin du process qu'il y avait en fait des tarifs négociés en local. Donc, pas forcément tout global, mais au moins être au courant, avoir l'information, avoir les niveaux de prix, pour ensuite consolider, ne serait-ce qu'en termes de management, gestion des contrats, alignement des dates d'expiration, etc. Mais en effet, d'un point de vue d'optimisation des pricing, le local peut faire un super travail. Juste pour compléter, je le dis souvent, mais je trouve que l'acheteur, c'est un commercial. C'est un commercial interne. Et donc pour moi, l'intérêt pour par exemple un travel manager ou un contact local, c'est je négocie en global, effectivement, parce que j'ai beaucoup plus de visibilité et j'ai les datas du local qui m'aident à le faire. Mais par contre, après, il faut faire vivre ce contrat. Et pour le faire vivre, j'ai besoin du local. J'ai besoin d'avoir des petites mains qui m'aident à déployer parce que je ne suis pas auprès de mes 80 000 collaborateurs et voyageurs. Et donc, on a besoin d'avoir cet aspect local pour les déployer. Donc l'idée, c'est vraiment d'embarquer à l'origine de l'appel d'offres le local pour être sûr de répondre à leurs demandes, de négocier en global, de signer en global et de déployer en global et en local. Ça, c'est la recette idéale. Je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez, madame. Je trouve ça très intéressant, puisque à l'inverse, côté chaîne hôtelière, alors je m'adressais à madame, excusez-moi, vous me faites dos, voilà. Côté chaîne hôtelière, à l'inverse, justement, on a très régulièrement un message de la part des TMC ou consultants partenaires sur la gestion des appels d'offres, sur le fait de ne pas pouvoir ouvrir l'appel d'offres sur de nouveaux hôtels, parce qu'il faut pouvoir justifier d'un volume existant, et souvent d'un volume existant minimum de 300 ou 400 nuitées. Ce qui n'est pas toujours en plus évident à tracer, malheureusement, côté chaîne hôtelière, tout dépend des systèmes CRS, PMS, etc. Et donc, je trouve ça intéressant quand vous expliquez que même si on suit la logique de consolidation, et elle est tout à fait normale, et particulièrement dans cette période où il y a une politique de gestion des coûts et de réduction des coûts, globalement, on a parfois du mal, côté chaîne hôtelière, à pouvoir également challenger un petit peu sur des nouvelles destinations, parfois même passer en global des accords qui existent en local, ce qui n'est pas toujours accepté par un travel manager. Donc je trouve la remarque intéressante et positive quand Charlotte, voilà, vous précisez que vous vous appuyez sur ces partenaires en local qui sont force de proposition et finalement acteurs dans le cadre de la gestion des appels d'offres. Voilà, c'était juste une remarque. Oui, et sur les programmes hôtels, moi j'ai vu dans les programmes hôtels très matures, en général, l'acheteur local construit sa liste sur une base très chiffrée, en ayant analysé les derniers chiffres, etc., consolidé, et ensuite soumet cette liste aux locaux qui viennent enrichir en disant « Non mais celle-là, cet hôtel, fais-moi confiance, peut-être que tu ne vois pas remonter dans tes chiffres, mais moi je sais que j'en ai besoin. » Et les locaux vont justement valider, enrichir la liste. Donc, je pense que pour l'hôtel, c'est indispensable encore plus que pour l'aérien. Et juste pour finir sur la partie hôtel, ce qui se passe souvent, c'est que du coup, le local, s'il n'a pas son hôtel, il le réserve en direct. Et là, le global, il a tout perdu, parce que du coup, on perd la sûreté, on perd la sécurité du collaborateur. Le collaborateur, il dit mon acheteur, il est nul parce qu'il ne négocie pas mon hôtel. Il continue à réserver en direct, et voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est aussi un monde idéal. Ça veut dire que ça prend du temps, et que toutes les entreprises n'ont pas forcément le temps ou l'accompagnement pour le faire. Mais voilà, effectivement, idéalement, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, je suis bien placée pour le dire que ça prend effectivement beaucoup de temps et que toutes les entreprises ne peuvent pas forcément le faire aussi poussé. Et puis aussi, c'est important d'avoir un local du coup qui est très actif. Et souvent, les locaux n'ont pas qu'un seul portefeuille d'achat, ils en ont plein. Et donc, ils vont aussi au plus pressé et au plus urgent pour eux. Je vais juste ajouter quelque chose sur l'expérience des TMC en cette phase Covid, qui était c'était un stress test pour toutes les TMC et aussi pour tous les programmes globaux, ou les programmes qui pensaient être soit consolidés ou non consolidés, mais qui pensaient fonctionner.
Et en fait, ça a mis en exergue très souvent chez des clients les cas où on ne savait pas où les personnes étaient au début du Covid, où on n'avait pas accès au reporting, à la data. On le voit encore plus maintenant avec les sujets sustainability, où on a besoin d'avoir une donnée un peu plus granulaire sur des points importants. Et très souvent, on avait cette compétition, on va dire, sur la configuration d'un client, sur quelle était l'agence qui fournissait la donnée la plus rapidement pendant cette période-là. Et c'est dans cette phase-là où nous, on a fait des gains, on a pu étendre des contrats sur des pays supplémentaires. Donc la consolidation, en fait, je pense qu'elle permet d'aller plus vite, elle permet aussi de simplifier et de digitaliser plus vite. Bien évidemment, je pense qu'il y a des tailles d'entreprises pour lesquelles, quand on a une taille critique sur plusieurs régions, on peut se permettre la diversification. Mais quand on peut consolider facilement, simplement, et dans une logique aussi de réduction des coûts, parce que quand vos dépenses baissent de 60% et que ça ne justifie pas forcément une tête dans tous les pays, il faut vraiment repenser à ça. Et les entreprises ont forcé les équipes travel à repenser à ça, la configuration. Et voilà, donc ça a souvent amené à la simplification de la manière dont on gère le travel. Oui. Et ça aussi, je trouve la gouvernance globale est importante aussi. La gouvernance, la communication justement avec toutes les compagnies aériennes et l'hôtellerie, de dire, moi j'ai un programme global, je prends très bien l'input local, donc s'il y a discussion entre mon bureau et l'hôtel à côté, on prend ça en compte, on va regarder, on fait justement du continuous sourcing, on a arrêté l'appel d'offres année par année, on regarde les chiffres chaque mois, on regarde l'évolution, on regarde le nouveau projet qui sort, donc on est beaucoup plus flexible qu'avant, mais vis-à-vis de mes partenaires qui sont aussi structurés côté global, aérienne, hôtel, j'ai beaucoup plus de force de négociation. Je veux dire, c'est moi qui ai la porte d'entrée d'un programme hôtel. Je n'autorise pas la signature d'un contrat local, ça entre pas dans ma TMC, c'est moi qui garde le process. Donc s'il faut négocier, c'est avec mes acheteurs au niveau global. Et nous aussi, on va faire la programmation dans l'outil de réservation. Donc après, une fois on a sélectionné les hôtels préférés, on va faire tout le marketing à l'interne pour pousser le contenu pour les voyageurs, vont vraiment aller dans les hôtels préférenciés. Donc je pense que ça aussi, ça augmente les discussions qu'on peut avoir avec nos partenaires fournisseurs, parce qu'on a vraiment pas que ce pouvoir d'achat, mais aussi le pouvoir de générer la politique et l'attirance de compliance derrière. Ouais, et je pense que ça c'est intéressant parce que pour toi alors c'est ce que tu dis aussi, que finalement tu analyses l'utilisation, mais aussi finalement à la source la nature des voyages. Est-ce que c'est domestique, est-ce que c'est international, et donc du coup tu adaptes de la sorte ton process et tes politiques d'achat. Oui, ça aussi. Mais globalement, on a une politique de voyage qui est globale. La politique, c'est pareil pour tout le monde. C'est une mandat de notre agence de voyage, notre carte de paiement, des city cap pour les hôtels. C'est lié aussi très, très fortement à notre système de notes de frais. Donc, on travaille très, très main en main avec la finance sur ça. Après, on autorise quelques politiques en plus en local, s'il y a du sens. Donc, c'est quelques politiques, surtout en Europe, pour pouvoir utiliser la première classe en train. On sait, c'est le cas pour la France, c'est ici en Allemagne. Donc, c'est des politiques locales qui se rajoutent, qui sont plus formelle que celui de global. Et après, on a une très grosse population en Inde. Donc, pour nous, destination en Inde, pour les réunions, c'est important, on y va. Mais vu que c'est une population qui est très grande, on a notre propre structure de guest house et tout ça. Donc, on a même des city caps en Inde qui sont plus bas que dans le global. Donc, on fait quelques ajustements locaux quand il y a du sens. Mais tout ça passe pour un process de gouvernance pour assurer qu'on reste globalement en contrôle du système et du écosystème, et on ne se perd pas dans trop de détails, parce qu'après aussi pour moi et mes équipes qui font des services derrière, qui font des réponses à toutes les questions de politique, si ça devient trop fine et trop localisé, on n'arrive plus à répondre aux questions. Et je veux justement éviter aussi qu'on se trouve dans le même hôtel avec 5 visiteurs de 5 pays différents, qui tout le monde a réservé différemment parce que la politique est pas pareille. Donc ça, il faut aussi assurer une cohérence sur le programme. Évidemment, comme on dit, communication, ça peut aller dans les deux sens. Il en faut, mais si évidemment après on voit qu'il y a des incohérences et quelqu'un qui est grand voyageur international, il a des meilleures conditions ou d'autres outils finalement à disposition que quelqu'un qui fait peut-être 3 voyages par an, c'est plus compliqué.
je comprends. Charlotte, tu voulais intervenir? Oui, je voulais juste faire une intervention. Je suis 100% d'accord avec Katharina. Ce que je voulais dire, c'est que la culture d'entreprise est très importante. Et je pense qu'elle est inversement proportionnelle à l'implication du local. Je m'explique. Une entreprise américaine qui dit si tu ne réserves pas dans l'hôtel du Global, t'es pas remboursé, ça marche à 100%, on n'a presque pas besoin de local. Une entreprise française, on leur dit si tu réserves pas dans un hôtel qui est dans le bon politique, ils vont tous réserver dans ce qui est hors politique. Donc il y a vraiment, et ça je pense que c'est vraiment extrêmement important. On a besoin d'impliquer le local pour que le programme soit efficace. C'est vrai que sur des sociétés sur lesquelles il y a une plus grande maturité et sur lesquelles il y a des, je ne vais pas dire des moyens de pression, mais en tout cas il y a un vrai respect de la politique, on a un peu moins d'implication, besoin d'implication du local. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais... Non, tout à fait, non. Et merci, je garde la parole parce que je voudrais... oui, garde. Je voulais aller sur un autre sujet, RSE, parce que tu parlais aussi impliquer évidemment les locaux, donc il y a aussi ce facteur, pas seulement environnemental, mais aussi sociétal et économique là-dedans. Comment tu le vois sur le critère du RSE? Est-ce que c'est aussi ça fait partie du choix que tu fais pour choisir tes partenaires? Voyage et maïs, hein, donc. Oui, évidemment. Aujourd'hui, pour redire un slogan hôtelier qui est bien connu, l'emplacement, mais c'est vrai. Aujourd'hui, si on peut avoir un hôtel qui est le plus proche, ça va déjà éviter des coûts carbone, évidemment. Et puis, on va jouer en fait sur toute la partie sociétale, de se dire on fait travailler les gens ou les hôtels qui sont à proximité immédiate. Donc même si c'est des indépendants versus grandes chaînes hôtelières. En fait, alors oui, c'est vrai que les grandes chaînes hôtelières communiquent beaucoup et ont plus de moyens certainement sur l'impact RSE. Néanmoins, il y a énormément d'hôtels indépendants. Il ne faut pas oublier que le marché européen sur les hôtels indépendants reste très important. Aujourd'hui, même chez nous, même chez Thales, notre premier groupe entre guillemets d'hôtels, ça reste des indépendants. Même si on a des chaînes hôtelières qui sont juste derrière, mais c'est quand même, ça fait partie de l'ADN européen. Et on a énormément d'hôtels qui développent des politiques RSE qui sont très intéressantes. Donc en fait, l'idée c'est juste qu'il faut qu'on puisse les mesurer de façon équitable et qu'on puisse les mettre en avant. Donc là, nous on les mesure lors de notre appel d'offres et l'idée c'est vraiment sur 2 hôtels sur lequel on aura peut-être en fonction du volume, on en aura peut-être besoin que d'un. On prendra celui qui sera le plus proche et le meilleur en termes de carbone. Mais j'avais juste un autre point. Pardon, je t'ai coupé. Ouais, non, je pensais à quelque chose parce que je vois Véronique dans la salle. On était justement sur donc Véronique qui, entre autres, présidente MPI France et Suisse. Et peut-être tu veux dire un petit peu la recherche que tu avais publiée lors de Pure Meetings parce que c'est... Merci. En fait, MPI, qui est la plus grande association professionnelle au monde sur le segment événementiel, fait un baromètre MICE qui est consolidé auprès de nos 15 000 membres dans le monde. Et on leur avait demandé, est-ce que le RSE, c'est déterminant quand vous souhaitez organiser un événement? Est-ce que c'est déterminant dans le choix de l'établissement ou du lieu? Et la réponse était très majoritairement à 95% très important ou important. Mais quand on leur demandait quel est le budget supplémentaire que vous accepteriez de prévoir pour choisir un lieu RSE, alors là, ça s'effondrait. On avait 42% qui disaient aucun budget supplémentaire. Et je crois de mémoire, 43%, entre 0 et 5%, pas plus. Voilà, donc il y avait en fait une approche assez contradictoire entre la volonté de vouloir faire un événement qui respecte toutes les normes RSE et puis le budget qu'il faut prévoir. Alors, réaction là-dessus.
Ce que je peux dire, c'est que la volonté maintenant de mesurer est, je pense, systématique sur la partie événementielle, ce qui est déjà une vraie nouveauté, parce que autant on pouvait mesurer du travel, autant sur la partie MICE, c'était quand même moins évidente. Et est-ce qu'aujourd'hui, on a un budget supplémentaire ? Non. Mais est-ce qu'on va essayer de faire plus local et moins émissif en termes de carbone ? Oui. Donc on n'a pas forcément de sous supplémentaires, mais peut-être qu'on ira moins loin ou moins longtemps. Ouais, c'est donc sur le choix des partenaires et sur des lieux et sur la gouvernance des programmes que tu vas influencer. Exactement, je pense que c'est là-dessus. Et puis, moi je voulais juste réagir parce qu'on a parlé des hubs tout à l'heure. Mais il n'y a pas que le carbone, il y a aussi la partie sociale. Et je pense qu'il y a une vraie réflexion à faire en tant que nous, société, que ce soit société du CAC 40 ou plus petite société, mais est-ce que c'est pas aussi une responsabilité qu'on a aujourd'hui de se dire est-ce que c'est vraiment raisonnable de prendre un hub ou est-ce que parce qu'aujourd'hui on a des équipes qui sont locales dans des zones qui sont souvent un peu moins fortes en termes d'employabilité et voilà, je pense qu'il faut vraiment le regarder il faut avoir ça en fonction du volume évidemment. Si on a plein de petits volumes, le hub ça peut être très intéressant, mais dans le cas d'une dépense assez importante sur un pays, est-ce qu'il ne faut pas regarder de près le fait d'arrêter avec une agence et un plateau local pour aller sur un hub ? Je pense qu'il y a une vraie responsabilité là-dedans. C'est un critère pour certains. Je l'ai vu récemment pour un groupe français qui a disqualifié des agences dans la première phase de l'appel d'offres à cause de la localisation des équipes offline, parce qu'ils ne souhaitaient pas être sur des destinations offshore à bas coût. Donc oui, pour certains groupes, c'est complètement un sujet. Merci beaucoup. Et donc justement, par contre, de l'autre côté, Noureddine, si on veut globaliser son programme, quels sont les facteurs clés du succès ? Quel chemin critique tu vois, je peux prendre le cas d'une personne qui gère peut-être un gros pays et dans une entreprise qui a plusieurs points de vente mais qui n'a pas consolidé. Je pense qu'il est important, et c'est ce que Katharina a dit, c'est que la gouvernance et de manière générale l'équipe et les objectifs qu'on veut atteindre dans la globalisation, dans la consolidation du programme doivent être définis. Parce qu'en général, c'est à des décideurs dans votre entreprise que vous devrez présenter votre cas. Et ce cas, il doit prendre en compte les coûts, il doit prendre en compte les objectifs. Vous avez peut-être envie d'améliorer l'expérience utilisateur et de l'aligner pour tous vos employés. Vous avez peut-être envie d'amener les bénéfices que certains de vos employés ont dans votre pays partout dans le monde. Il y a plusieurs drivers possibles. Je pense qu'il est important de les noter et de vous fixer des objectifs parce que c'est ce qui va pouvoir vous permettre de présenter votre cas à votre leadership. Et je mets ça dans le chemin critique parce que très souvent, les programmes globaux qui réussissent sont ceux qui, dès le début, ont le buy-in, la communication et presque la meilleure face possible, la personne la plus, on va dire, compliant et aimée en interne pour faire redescendre les messages dans tous les pays. C'est extrêmement important. Mais comme disait Charlotte, l'acheteur, c'est le premier commercial de son programme. Donc. Oui, absolument. Et après, dans la manière dont vous le descendez dans les pays, il faut prendre son temps. Il faut se dire qu'il faut présenter des cas bien précis, prendre en compte les besoins locaux, écouter. C'est un échange. Mais une fois que vous passez une fois que c'est lancé et que c'est démarré, j'ai pas envie d'aller dans le détail, mais juste pour dire que globaliser, c'est pas un marathon. Même quand vous implémentez, c'est pas fini. En fait, vous entrez dans la phase où il faut vraiment consolider les gains que vous voulez avoir, faire en sorte que ce soit adopté, parce que si votre programme n'est pas adopté dans tous les pays, vous n'avez pas la data que vous voulez, vous n'avez certainement pas la data en lien avec la compliance, vous allez manquer beaucoup de choses que vous aviez vendues à votre leadership au départ et ça va affaiblir tout votre programme. Donc c'est très important de prendre son temps, de se focaliser sur l'adoption peut-être les premiers mois, la première année, ensuite le changement de comportement et l'optimisation sont des choses qui arrivent après. Mais il ne faut pas forcément se dire que le résultat doit arriver tout de suite parce que le changement doit être accepté également dans les pays. Il doit être accompagné évidemment au fur et à mesure. Absolument. Et comme on dit, par la communication. Oui. Ouais. Il y a des réactions dans la salle. Peut-être Sarah, si tu veux raconter un petit peu comment ça se passe chez toi ou pas. Si. J'ai été nommée d'office. Non. Je suis devant. Tu as dit qu'il n'y avait pas de piège d'aller devant, mais bon, visiblement. Oui, alors moi je suis Sarah Messaoui, je suis catégorie manager travel et mobilité chez Total Energy.
Donc, effectivement, c'est des questions qu'on se pose à chaque fois en tant qu'acheteur. Est-ce que je laisse la main en local? Est-ce que je prends le relais au niveau global? Et en fait, je rejoins un peu ce que finalement les acheteurs autour de la table l'ont dit, c'est qu'effectivement, il y a des sujets, il y a des segments achats sur lesquels on est très global. Je pense notamment à l'aérien, aux hôtels, voilà, tout ce qui est location de voitures courte durée. Par contre, il y a des segments comme le rail qui est très compliqué parce qu'on n'a pas non plus toute la technologie qui va bien. Sur la partie mobilité, mais je ne suis pas sûre que ce soit le segment d'aujourd'hui sur la partie location de voitures longue durée. Mais là, on reste aussi très France, un petit peu d'Europe et pas du tout global, donc c'est plutôt du local. Après, il y a effectivement sur la question du hub, je reviens dessus parce que nous, on a fait le choix d'avoir un hub, mais à Séville. Donc du coup, j'entends Charlotte qui dit qu'il y a une responsabilité sociale. Effectivement, il y a toute cette responsabilité-là de dire, on sait qu'on aura un hub à Séville avec telle langue, etc. En fait, ça dépend du prisme, effectivement, qu'on veut prendre, l'axe de lecture qu'on veut prendre de ce partenariat. Nous, l'idée, c'est effectivement de gagner en standardisation, en homogénéisation de la politique voyage groupe. Un de nos points délicats chez nous, c'est qu'effectivement, la politique voyage groupe, elle doit être revue pour donner ses guidelines. Sauf qu'elle est très franco-française, pas vraiment européenne, et c'est là où on doit essayer de travailler, nous en tout cas de notre côté, pour justement essayer de répondre au maximum aussi aux spécificités locales. Et le prisme qu'on a pris nous pour mettre en place ce hub Europe, donc à Séville via CWT, qui est notre agence référencée au niveau du groupe, c'est effectivement d'essayer de standardiser tous les process, de homogénéiser toutes les bonnes pratiques qu'il y a. Alors c'est un hub Europe. Aujourd'hui, il y a dans un premier temps quelques pays européens. C'est pas voué à ce que ce soit une plateforme pour les USA, pour l'Asie, pour l'Amérique du Sud. C'est vraiment européen et ça permet vraiment de nous d'améliorer nos process internes. Merci Sarah. Il y a quelqu'un qui voudrait intervenir encore pour raconter ses choix et peut-être aussi des choses qui ont moins bien marché, aussi bien sur le côté Travel Mice, sur les différents choix qui ont été faits dans l'entreprise. Bonjour, Amaury Lepelletier, donc je suis travel manager dans la société Cita Aéronautique. C'est vrai que nous, le principal challenge qu'on a eu sur la partie travel, c'était la globalisation. Parce qu'on est une entreprise qui n'est pas forcément énorme par rapport à un Thales ou un Total, mais paradoxalement, on est présent dans beaucoup plus de pays, 160 par exemple. Donc le challenge, c'est de pouvoir être capable d'offrir à un ingénieur qui est peut-être basé en Ukraine, au Brésil, au Mexique ou en Malaisie, un outil, une agence de voyage pour lui permettre de voyager. Sachant que compte tenu de la taille qu'on a, j'ai pas d'acheteur local qui pourra me supporter et souvent même pas d'acheteur régional, on va dire. Donc c'est vrai qu'on a fait le choix, avec tout ce que ça peut apporter d'avantages et d'inconvénients, de passer sur une logique de hub, on va dire régional, tout en essayant dans la mesure du possible de gérer les particularités locales. On sait notamment qu'il y a certains pays comme la Chine, l'Inde ou même le Brésil où la barrière technique locale et en font un marché très spécifique. L'avantage qu'on a eu de passer sur une logique de hub, qui n'était pas du tout une barrière pour nous, c'était la langue. En effet, nous, on est par essence une entreprise complètement globale, internationale. Donc la langue de travail pour l'ensemble des collaborateurs, vraiment dans la totalité, sans exception, c'est l'anglais. Donc on a pu, par exemple, en effet, mettre aussi un hub pour l'Europe avec CWT, qui est l'une de nos deux TMC, qui est basée en Angleterre. Et ça a pu fonctionner parce qu'on n'a pas eu besoin d'avoir une équipe multilingue qui était capable de servir en français, en allemand, etc. Et après, cette logique, on l'a répliquée dans un certain nombre de régions, notamment en Asie, en Amérique du Nord, au Middle East et dans la région LATAM. Donc, c'est vrai que ça fonctionne à peu près. Je pense que
ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que la logique dépend énormément de l'entreprise, de la culture de l'entreprise et de la répartition de ses volumes. Parce qu'on peut avoir une entreprise qui va faire 50 milliards de chiffre d'affaires, mais voilà, on va dire la partie travel qui va représenter, je sais pas, 400-500 millions, va être à 80% dans une dizaine de pays, alors que vous allez avoir une entreprise avec un volume largement inférieur, mais qui va être dans beaucoup plus de pays. Donc c'est un peu un numéro d'équilibriste de temps en temps de pouvoir trouver cet équilibre entre global, local, support, pas de support, et ça s'applique également dans la politique voyage et sur d'autres sujets achats qui vont être connexes au monde du travel. Eh bien, merci beaucoup. Donc, non, je pense que c'est des très bons exemples qu'on a eus. Donc, on pourra continuer évidemment encore pendant des heures et des heures, parce que je pense que chacun a son histoire et son expérience, et qui est juste, parce qu'il n'y a pas une méthode où on dit, voilà, si vous êtes une entreprise de X 1000 personnes, il faut faire ci. Si vous travaillez dans Y pays, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Je pense que c'est vraiment la communication, c'est de faire l'assessment et vraiment regarder qu'est-ce qu'on a besoin, quelles sont les problématiques de l'entreprise, quelle est la gouvernance, ça c'est super important, et toujours évidemment en tenant compte de tout ce qui est risk management aussi. On parlait sanitaire, on parlait sécurité, donc je pense que ça c'est très important. Donc peut-être pour finir, pour conclure, Noureddine, si tu veux résumer, nous passer des bons messages pour la fin. Il n'y a pas de one size fits all. Ouais. Vous avez tous des programmes bien spécifiques, et c'est ce que je disais. Il n'y a pas de mode de configuration vainqueur. Vous pouvez tout globaliser, vous pouvez régionaliser, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Moi, ce que je vois de mon expérience, c'est que la simplification et la digitalisation, ça ouvre la porte à beaucoup de choses, beaucoup de facilités dans la gestion, mais aussi aux économies. Et je pense qu'on est dans une période assez compliquée d'un point de vue macro, socio-économique, enfin tout ce qu'on veut. Voilà. Donc, vous êtes libre. Mais n'hésitez pas à poser des questions à votre agence, à Egencia, à qui vous voulez, autour de vous. Merci en tout cas. Je suis d'accord, je pense qu'il y a beaucoup de catégories qui sont globales. Il ne faut pas oublier les petites touches locales, surtout le culturel, qui fait aussi qu'on peut interpréter une politique de voyage de deux façons différentes, dépendant de où on vient. Donc il faut rester à l'écoute des voyageurs, à l'écoute des stakeholders à l'interne, de toute fonction centrale. Il ne faut pas oublier le support voyageur par voyageur pour bien comprendre c'est quoi les soucis, parce que finalement on est là pour acheter bien, pas qu'au niveau des prix, mais acheter bien aussi par rapport à l'expérience utilisateur finale. Un mot sur la gouvernance, essentielle dans notre problématique de ce matin. Donc, défendez vos ressources, qu'elles soient globales ou locales, auprès de vos top management. Je pense que c'est important pour une bonne gestion de la catégorie. Last but not least. Alors là, tout a été dit. D'accord, merci. Ok, un petit wrap-up sur le MICE. Non, le MICE, on est sur une politique globale qu'il faut qu'on suive, mais avec une implication locale extrêmement importante. Et effectivement, l'organisation de l'entreprise est extrêmement importante là-dessus. Mais je voulais remercier monsieur parce qu'effectivement, sa conclusion est complètement pertinente par rapport à la session qu'on vient de faire. Il faut qu'on garde la culture de l'entreprise, la dépense, l'évolution de la dépense, et puis évidemment la multiplicité des pays. Donc heureusement on n'a pas qu'une seule recette, sinon on serait peut-être pas tous là, ce serait simple, mais on a tous ces paramètres à prendre en compte. Eh ben, merci beaucoup.